bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons l'immense joie de retrouver Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonsoir Adélaïde, comment vas-tu? Bonsoir, très bien. Et toi, Nathalie? Super. Et on retrouve en Suisse Julie Vaza, qui est journaliste culture au magazine Elle. Alors ce soir, on reçoit Adélaïde pour ce merveilleux roman, Les Jours Heureux, sorti aux éditions Grasset le 5 mai dernier. Avant de vous laisser discuter, mesdames, toutes les deux, je vais rappeler à nos amis auditeurs qui peuvent poser des questions à Adélaïde par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de venir te les poser à la fin de votre entretien. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir Julie, c'est un plaisir de te retrouver et de vous retrouver. Moi aussi, un grand plaisir d'animer cette rencontre avec toi. J'ai découvert ton livre avec beaucoup de plaisir et j'ai vraiment aimé et très envie de partager ça avec les gens qui nous écoutent ce soir. Alors peut-être 2 ou 3 mots de présentation. Tu es journaliste, directrice de la rédaction du célèbre magazine Point de Vue, qui est assez emblématique. Puis tu es aussi romancière. Avec ton 3e roman aujourd'hui, il y a eu Fourrure, pour commencer, puis le dernier des nôtres, par lequel je t'ai découverte, et puis qui a été primé avec le Grand Prix du roman de l'Académie française, donc très belle distinction, et donc Les Jours Heureux, 3e roman. Alors, une question pour commencer. Pourquoi nous avoir fait attendre aussi longtemps, 5 ans, avant de publier un nouveau roman? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est gentil que vous l'ayez attendu déjà, ça m'encourage. C'est vrai que je n'écris pas très vite pour 2 raisons. Un, c'est parce que malheureusement, ce n'est pas ma seule activité, même si, je ne sais pas, un jour j'en rêverais peut-être, mais pour l'instant, comme tu l'as très justement dit, je m'occupe aussi d'un magazine et accessoirement, comme beaucoup d'entre nous, j'ai 2 petits garçons qui me prennent pas mal de temps. Donc, c'est vrai que les heures d'écriture sont vraiment des heures volées un petit peu. Je suis obligée de me battre pour chacune d'entre elles. Et puis que j'ai l'habitude, je ne sais pas, ça me vient vraiment comme ça, de faire des romans un peu joufflus, on va dire. Ce ne sont pas des petits romans. Alors, je ne veux pas effrayer les gens qui nous écoutent, mais j'essaye après qu'on soit vraiment emporté par l'histoire. Mais ce sont quand même d'assez gros romans. Et comme j'aime aussi soigner les mots, bah, c'est vrai que je repasse beaucoup jusqu'à atteindre un niveau de polissage, on va dire, qui me plaît. Voilà. C'est très réussi et c'est tellement réussi que du coup, c'est pour ça qu'on attend avec impatience le suivant. Alors, tu signes un livre, je dirais c'est le livre de l'été, vraiment pour le coup, qui se passe dans le milieu du cinéma, auquel tu rends un hommage assez fort, où on croise des stars, qu'on reconnaît plus ou moins. C'est un livre qui nous fait voyager. Alors, on passe par les Hautes-Alpes avec une randonnée à ski mémorable. On va au Mexique, on va en Grèce, sur une île où on a tout de suite envie de se rendre aussi. Il y a de la passion, il y a de la sensualité, de la chaleur, beaucoup de romanesque et des personnages très hauts en couleur. Donc, c'est un roman vraiment qui fait vibrer et que vraiment j'encourage à lire. Alors, peut-être on pourrait commencer par entrer dans le vif du sujet avec un personnage, ton héros, qui s'appelle Oscar. Est-ce que tu... Oui, dis-moi. Non, je pensais que tu allais me poser une question. Non, je t'en prie, vas-y. Eh bien, ce qui serait bien, si tu veux bien, c'est nous lire un petit passage pour nous présenter Oscar. Alors, très bien. Donc, je m'excuse à l'avance parce que je ne suis pas une formidable lectrice, mais je vais faire de mon mieux. Alors, ma mère, c'est Oscar qui parle. C'est lui qui raconte son histoire. Ma mère n'aime pas les digressions. La vie est trop courte pour meubler ou faire du remplissage. Son mot d'ordre, droit au but, sans débander. Tous ces scénarios sont écrits à la cravache. C'est ce qui a fait son succès. Elle écrit vrai, elle écrit dur, et tout à coup, elle vous colle un moment de grâce absolue qui vous laisse à genoux avec des larmes dans les yeux. Et lorsque vous êtes bien affaibli, enferré au milieu du drame, elle vous fait éclater de rire d'une pirouette que personne n'a vu venir. Alors vous vous dites que ce n'est pas gagné d'être le fils de ces 2 monstres sacrés, et vous avez clairement envie de changer de métier. Édouard Vian et Laure Brankovich ont formé puis déformé pendant 30 ans le couple le plus terrible et le plus célèbre du cinéma européen. Ils se sont mariés 3 mois avant ma naissance. Sur une photo de mon carton, on les voit en train de signer les registres. Elle, encore un peu potelée, lui, encore un peu maigrichon, le vrai signe de leur jeunesse. Ils divorcent quand j'ai 1 an.
Il se remarie quand j'en ai 5 et se sépare à nouveau quand j'en ai 15. Ils se retrouvent pour mes 20 ans à signer leur dernière rupture la veille de mes 25. Entre-temps, ils ont fait une trentaine de films ensemble et un seul enfant. Ils avaient décrété que j'étais parfait, absolument parfait, et qu'ils ne produiraient pas mieux. De toute façon, ils m'aimaient trop, ils s'aimaient trop, et il n'y avait de place pour personne d'autre. Moi, j'aurais préféré. Cela aurait un peu allégé la pression, mais c'était contre la philosophie de mon père. Plutôt mourir que de faire la suite d'un film réussi. Quand on commence à faire des suites, c'est le signe du renoncement. Les parents partagent le même goût des phrases définitives. Tout ou rien, avec ou contre moi, ils ne sont pas du genre à finasser et la nuance pour eux n'est qu'un compromis. À eux deux, ils ont créé une sorte de légende, lui à la réalisation et à la production, elle au scénario. Et évidemment, mon parcours honnête dans les séries les a déconcertés. Pendant un moment, ils m'ont pris du haut de leur 7e art. Merci beaucoup. Alors, on voit bien, on a Oscar et 2 parents qui sont 2 monstres sacrés du cinéma. Et on le découvre à un moment important dans sa vie, Oscar. Il a pas mal réussi à s'affranchir de ses parents, à gagner en autonomie. On comprend dans le passage que tu as lu qu'il écrit des scénarios pour des séries. Il se passe quelque chose d'important pour lui à ce moment-là de sa vie. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est vrai qu'il a réussi à peu près à tracer son chemin. Je voulais un personnage qui écrit, parce que pour moi, au fond, cette grande question de peut-on écrire notre vie, peut-on être maître de notre destin m'importait beaucoup. Donc, il arrive à peu près à se faire son espace jusqu'au moment où, un matin de février 2015, en fait, il apprend, à la faveur d'une intervention qui devait être bénigne, que sa mère est condamnée. Et alors là, vraiment, pour lui, son monde est renversé parce que même s'il essaie de s'affranchir de ses parents, j'espère qu'on le voit déjà dans ce passage, ils sont extrêmement attachés les uns aux autres. Et alors là, naît une idée un peu folle dans son esprit, et au fond, qui est un peu le rêve de tous les parents d'enfants divorcés, c'est de permettre à ses parents de se retrouver, ces parents dont on a vu qu'ils se séparent, s'aiment, se désaiment, c'est toujours avec toi, sans toi, mais de manière très compliqué à gérer. Là, il se dit, si j'arrive une dernière fois à les faire se retrouver, d'une certaine manière, il a presque l'espoir que sa mère en sera sauvée. Donc, il va se lancer dans cette tentative. Malheureusement, sur son chemin, l'attend une jeune personne qui est la nouvelle maîtresse de son père, ravissante influenceuse franco-russe, que tout le monde prend pour une idiote parce qu'elle passe son temps à faire des vidéos de maquillage, des tutos et autres compagnies sur les réseaux sociaux, sauf qu'elle est tout sauf idiote et que même Oscar pourrait bien s'y laisser prendre. Alors, il y a quand même un autre obstacle qui relève un peu du challenge, c'est que Laure, la maman d'Oscar, lui dit attention, pas un mot à ton père. Elle refuse qu'il sache quoi que ce soit. Oui, ça c'est vraiment le pacte secret. Elle l'impose à son fils parce que Laure, c'est une personnalité très impérieuse, qui a une idée très précise de qui elle veut être, de comment elle veut paraître aussi. Et comme elle aime passionnément, malgré ses dénégations, son mari toujours, Édouard Vian, elle le connaît aussi très bien et elle sait que la dernière manière, au fond, de le séduire, c'est d'avouer qu'elle est malade. Donc elle veut rester pour lui cette femme qui l'a inspirée, fait souffrir, fait rêver. Elle ne veut rien lâcher de ce qu'elle a été pour l'homme qu'elle aime. Malheureusement, c'est son fils qui, du coup, porte seul ce secret et avec le sentiment de trahir le père. Donc, c'est ce conflit de loyauté qui va, au fond, un peu torturer Oscar pendant une bonne partie de mon roman. Cédera-t-il ou pas? Quelle est la meilleure manière d'aider sa mère? C'est une partie de l'histoire. C'est sûr. Alors, il dit quelque chose de très beau. Il dit ce que je chéris le plus chez mes parents, leur liberté d'esprit et leur goût du débat. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important dans leur équilibre à tous les trois. C'est une famille où ils sont tous les trois très liés, tout en discutant beaucoup. Est-ce que c'était important pour toi d'atteindre cet équilibre particulier de communication, en tout cas? Oui, moi je trouve ça très important parce que c'est un peu la clé dans toutes les familles et peut-être aussi parce que moi je viens d'une famille où, sans du tout aucune animosité, mais il y a beaucoup de non-dits. D'une famille où on parle peu et je trouvais ça, au fond, moi je rêve d'une famille où on se dit les choses vraiment avec sincérité, avec passion, en s'engueulant
parfois, c'est sûr. Ils sont quand même assez explosifs tous les trois. Mais rien de ce qui est dit ne peut être disqualifié. Rien de ce qui est dit ne dit. Et aussi, c'était pour raconter quelque chose qu'on est en train de vivre d'ailleurs en ce moment, qui est un peu cette génération qui a été très flamboyante, très riche, cette génération qui était jeune dans les années 70, qui était un terreau artistique, culturel absolument extraordinaire, mais dont on fait un peu le procès aujourd'hui. On le voit bien, les enfants de ces années-là disent, mais au fond, vous nous laissez, oui, vous avez vécu avec liberté, avec créativité, mais vous nous laissez une planète dans un état déplorable, vous nous laissez avec des dettes, vous nous laissez avec vos égoïsmes, avec votre sens du plaisir qui parfois nous a fait du mal. Et du coup, au fond, cette discussion permanente est aussi le passage des générations où l'une explique à l'autre quelles étaient ses valeurs et ses croyances. Alors, Laure aborde cette période de quelle manière? Elle se sait évidemment condamnée, elle ne sait pas que son fils veut lui faire à nouveau... la faire à nouveau tomber amoureuse d'Édouard. Dans quel état d'esprit est-elle à ce moment-là? Mais Laure, elle a vraiment envie de savourer absolument chaque instant. Et c'est une personnalité très volontaire, très déterminée. C'est une jeune femme qui était orpheline de ses deux parents, qui est née en Serbie, dont la tante a été assez dure avec elle. Elle a eu une enfance très triste. Et au fond, la seule chose qui l'a tenue pendant toutes ces années d'enfance, c'était ses rêves. Elle avait un rêve de France, comme nous, on peut avoir par moments un rêve d'Amérique. Et très jeune fille, elle a traversé l'Europe, elle est partie en France et elle a voulu créer sa vie. Et cette énergie-là qu'elle a, l'énergie qu'elle met à créer d'ailleurs ses histoires et ses scénarios, eh bien, elle l'applique à sa vie. Elle se dit, tant que mon corps le permettra, je ne changerai rien et je déciderai de ma vie jusqu'au bout. Donc, elle a une vision, au fond, très enthousiaste d'une certaine manière, paradoxalement, de ces derniers instants, c'est-à-dire qu'elle dit elle va en savourer chaque seconde. Et alors, Édouard, lui, le père, c'est un personnage aussi très haut en couleur, assez cynique, plein d'humour, j'adore ses réparties. Comment tu le décrirais? Donc, il a une maîtresse et un regard très drôle sur elle, je trouve. Mais Édouard, le problème d'Édouard, c'est qu'il adore Laure, mais il n'a jamais pu résister à une actrice. Et ça aussi, ça vient de son histoire, parce qu'en fait, lui, il vient d'une famille d'agriculteurs, de gens qui vivaient de la terre. Il a perdu son père assez jeune, et au fond, petit, quand il prenait sa bicyclette et qu'il allait dans la petite ville d'à côté, dès qu'il le pouvait, il vivait vraiment les films comme s'il était le héros de chaque film. Et donc, quand un jour, il s'est retrouvé en position de créer ces films-là, il a réalisé son rêve d'enfant qui est de partir avec l'actrice principale. Donc, il n'arrive pas à résister aux actrices principales, ce qui est un problème pour un couple avec une femme aussi impétueuse, on va dire, que Laure. Donc, c'est très passionné, mais aussi avec des sérieuses tourmentes. En même temps, c'est vrai que Laure a été la seule qui, intellectuellement, artistiquement, même si elle l'épuise, parce qu'elle veut tout le temps partir au combat sur tout, elle est très militante, il faut toujours avoir des grands projets, des grandes œuvres, et lui, par moments, il voudrait juste se la couler douce. Elle l'embarque, au fond, toujours dans des défis, et il se dit, moi, avec cette jeune fille qui a 30 ans de moins que lui et qui est ravissante, ben, au moins, je suis tranquille. Si je lui offre le sac à main, elle est ravie, elle me montre ses petites culottes et ça lui suffit, et moi, je suis très contente. Mais lui manque quand même ce qui a été au fond un des terreaux de sa vie, à savoir la partenaire très très forte qu'est Laure. Alors, à travers le personnage de Talia, qui est donc son amie, tu évoques les réseaux sociaux, alors d'une manière souvent aussi très, très drôle. Et je me demandais comment tu voyais, toi, les réseaux sociaux. Quel est ton rapport à cette manière de communiquer aujourd'hui? Ben, moi, j'ai un rapport un peu comme leur rapport de couple, c'est-à-dire qu'à la fois je suis fascinée et quelquefois je me laisse prendre et même prendre comme nous tous. Je pense que, enfin, je sais pas, mais je crois que ça nous est tous arrivé pendant des heures de se mettre à regarder des choses, se dire mais c'est pas possible, j'ai passé tant de temps à juste faire descendre mon doigt sur un téléphone, c'est absurde. Et en même temps, c'est vrai que je m'en méfie beaucoup. Je m'en méfie, c'est-à-dire qu'à la fois on va découvrir des gens merveilleux. Là, j'ai découvert un auteur que je connaissais pas du tout, totalement par le biais des réseaux sociaux, où il a écrit un texte magnifique. Je me suis dit, c'est pas possible, il a une plume extraordinaire. Il s'appelle Brice Homs, je vous invite à aller regarder. Donc ça, c'est génial.
Et le reste du temps, il y a quand même ce narcissisme que je trouve terrible. Et puis surtout, ça nous engage peu à parler. Ce qu'on disait sur le dialogue permanent qu'ils ont dans cette famille, Oscar, Laure, Édouard, les réseaux sociaux, c'est souvent l'inverse. Pas toujours, mais c'est souvent l'inverse parce que ça nous pousse à aller que vers des choses qui sont de plus en plus sélectionnées pour nous, donc des idées de plus en plus sur mesure pour nous, et de moins en moins, on va se retrouver à parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et d'ailleurs, regardez la violence que prennent les échanges très rapidement. Si on est tous ensemble et qu'on est tous d'accord, tout va bien, mais si tout d'un coup, il y en a un qui arrive et qui dit « mais non, mais pas du tout, mais ce film est complètement lamentable, ce roman était nul », et d'ailleurs, quelquefois, ils le disent de manière très agressive, ça aussi, j'ai un problème avec les mots qui sont utilisés, et bien dans ce cas-là, ça tourne à un pugilat, mais inimaginable, et c'est absolument la fin du dialogue. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me heurte, parce que d'une certaine manière, les réseaux sociaux nous poussent à nous regarder nous-mêmes de plus en plus, alors que d'une certaine manière, ce que j'aime dans la littérature, c'est qu'elle nous pousse à nous dire de nous-mêmes de plus en plus. Quand on écrit ou quand on lit, on se glisse dans la peau de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que savoir se mettre à la place de l'autre, c'est la clé pour se comprendre. Alors, je partage complètement ce point de vue. En même temps, ce qui est amusant, c'est que le fait d'intervenir sur les réseaux sociaux comme le fait Talia, c'est aussi une forme de mise en scène, d'écriture. Et il y a un rapport qui est très intéressant parce que finalement, on peut paraître autre et écrire quelque chose de très différent, paraître très différemment. Mais exactement, et c'est pour ça que je m'amuse moi-même avec mes préjugés, parce qu'au début, je ne veux pas révéler les retournements de l'histoire, mais il y a une attitude très moqueuse, voire assez méprisante envers Talia, qui en fait, on le verra, est une fille très intelligente et assez redoutable. Donc, il y avait aussi à la fois le destin individuel de Talia avec ses petits défauts, son addiction aux réseaux sociaux, et une image plus grande de comment on peut utiliser les réseaux sociaux et comment on peut les utiliser même de façon politique, révolutionnaire. Et je ne vais pas tout dévoiler, mais clairement, je me moque de moi-même sur mes a priori. Alors, c'est vraiment... Il y a aussi autre chose qui relève de la création. C'est l'un des thèmes très importants de ton livre et il y a une sorte de mise en abîme que je trouve très intéressante, c'est que tu plonges le lecteur dans les coulisses de la création. Ça commence par une étincelle, par un état de fébrilité dès qu'on tient une idée. Tu parles des ressources, par exemple des forums qui sont des mines d'information, des cartes de serial killer. J'ai beaucoup aimé pour les scénarios, les personnages. Est-ce que tu as des cartes aussi de serial killer, toi aussi? Mais alors, c'est drôle parce que oui, par moment, je fais certaines choses que fait Oscar, c'est-à-dire que je vais épingler une image, je me fais des plans, je me fais des fiches dans tous les sens. Et après, les personnages m'embarquent et en général, je ne suis absolument pas ce que j'avais échafaudé. Donc ça, c'est vraiment drôle parce que je passe vraiment du temps à brasser tout ça, à organiser tout ça et en fait, je me fais balader moi-même par les personnages. Et ça, c'est très agréable quand... Frédéric, qui je sais, nous écoute, et tous ceux qui écrivent, je pense, ont ressenti ça quand tout à coup, le personnage devient suffisamment fort pour que vraiment ce soit un alter ego et que d'une certaine manière, quand je me lance sur une piste, ça colle pas, il me le dit, mais non, mais ça, c'est pas du tout quelque chose que je ferais, enfin, réveille-toi, ça va pas. Et du coup, d'une certaine manière, c'est moi qui me mets à le suivre et d'une certaine manière, leurs personnalités sont tellement évidentes que je me laisse embarquer. Alors, tous tes héros sont des êtres libres, plein de créativité en eux. En quoi c'était important pour toi de choisir des héros créateurs? Et je pense que ça venait d'un certain rapport au quotidien qui s'est encore accentué avec ce qu'on a tous vécu ces derniers temps, à savoir on a été très enfermés, on a été très contraints, on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu bouger, on n'a pas pu voyager. Donc tout ce qu'on n'a pas pu faire, c'est vrai, et ça c'est la merveille de la littérature, c'est que je l'ai vécu et je l'ai mis dans ce livre en me disant mais au fond c'est tellement ce dont j'ai envie et c'est tellement ce que j'aimerais que les autres gens qui sont aussi enfermés que moi puissent savourer.
Et ça, ce fameux titre d'Emmanuel Carrère, il est indépassable quand il a dit « D'autres vies que la mienne ». C'est la merveille de l'écriture et de la lecture, c'est qu'on expérimente d'autres vies que la sienne. Et je crois qu'on est tellement multiples les uns des autres. On a un quotidien, on a évidemment nos proches, on a plein de choses, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y a des flots de conscience tellement complexes, tellement variés, que de pouvoir exprimer d'autres aspects de sa personnalité pour pouvoir expérimenter le fait d'être un homme quand on est une femme, d'être jeune quand on est vieux, d'être vieux quand on est jeune, d'être d'un autre pays, d'un autre temps. Mais quelle griserie! Enfin, moi, je m'en laisserai jamais. Alors, on le voit bien dans ce que tu nous racontes, il s'agit d'une fiction complète, même si elle est très, très ancrée dans le réel, hein, puisque tes héros sont confrontés à l'affaire Weinstein, au mouvement MeToo, bien sûr, à l'élection de Trump. Donc, on est vraiment dans le réel. Est-ce que c'est un élément particulier de l'actualité qui a déclenché cette envie d'écrire cette histoire en particulier, ou un personnage qui s'est invité et qui s'est imposé à toi? Comment ça s'est passé? Il y a eu deux choses. C'est vrai que j'ai des personnages de femmes très puissantes, on va dire, parce qu'il y a effectivement Laure, Natalia et aussi un autre personnage qui porte plus cette question du MeToo et de Weinstein, qui est Aurélie, qui est une jeune scénariste qui se prépare son tout premier film. Et d'ailleurs, elle a un gros problème de légitimité pendant longtemps, comme beaucoup de femmes, qu'il y a cette difficulté à se dire oui, je suis capable, oui, j'ai le droit de parler, oui, j'ai le droit de réaliser. Mais c'est vrai que pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas faire un livre qui se passe dans cette décennie sans parler de ces grands mouvements-là, parce qu'ils sont révolutionnaires. Ce qu'on est en train de vivre, la manière dont les rapports entre les hommes et les femmes se transforment, on n'a jamais connu ça de toute l'histoire des hommes et des femmes. Et ça me fascine, et c'est grisant, et c'est effrayant quand ça va trop loin, mais quel extraordinaire rééquilibrage et quelle extraordinaire libération. Donc, ces femmes-là, bien sûr qu'elles ont connu, elles ont éprouvé du désir partagé, du désir qui malheureusement parfois ne l'était pas et qui leur ont été imposés violemment. Je crois qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas une histoire plus ou moins brutale, mais qui n'a pas une histoire concernant ce partage ou non du désir. Donc oui, pour moi, c'était une évidence d'en parler. D'accord. Alors justement, Aurélie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, on l'a évoqué, elle fait un film qui est aussi une fiction. Et elle se pose la question à un moment, je ne sais pas si j'ai noté, en tout cas, elle se dit que c'est plus facile d'aborder ces questions-là par le biais de la fiction que de faire un documentaire. Et justement, je me demandais si tu pensais aussi de ton point de vue que la fiction permettait d'approcher finalement plus près la réalité que de passer par un autre type de narration. Surtout du temps, la parole s'est libérée et les femmes l'ont fait, mais la fiction, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut dire les choses d'une certaine manière sans en risquer les conséquences. C'est-à-dire qu'une femme qui dit « j'ai été abusée par Weinstein, telle date, etc. », il y a la moitié de la population qui ne va plus jamais la regarder pareil et qui ne va pas la regarder avec bienveillance. Alors que si on le raconte dans une fiction, eh bien, on fait vivre à ce juge, on fait vivre de l'intérieur d'une certaine manière ce qui se passe vraiment dans la tête d'une femme qui vit ça, ce qui se passe dans la tête d'un homme qui fait ça. Et au fond, cette intimité que permet la fiction, elle permet aussi l'empathie. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la fiction, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans le jugement. Et puis on peut tourner autour de ces histoires, parce que dans mon roman, Édouard Vian, qui forcément est ce réalisateur à succès qui aime les jolies femmes, il met du temps à comprendre, et il n'a pas la même position, donc ils débattent entre eux. Donc c'est pas... Du coup, on arrive à une position qui est nuancée, qui n'est pas juste c'est tous des salauds, ou c'est toutes des saintes, ou c'est complexe, ces questions-là. Et j'aime la fiction pour ça, parce qu'elle apporte de la nuance. Alors, je me demandais aussi, très simplement, pourquoi tu écrivais de la fiction? Pourquoi tu écris? Parce que tu es très occupée par ailleurs. Et quelle place prend l'écriture dans ta vie? Pourquoi écrire sur ces sujets? En fait, alors je sais pas du tout pourquoi un sujet s'impose. C'est quelque chose de très mystérieux. En général, il y a toujours une sorte de scène fondatrice,
d'une certaine manière de semence, je ne sais pas comment dire autrement, qui va ensuite se déployer. Pour le dernier des nôtres, c'était très très clair, c'était la naissance de mon héros dans les bombardements de Dresde. C'est venu d'un bloc cette scène, mais en quelques minutes. C'est un choc qui nous accroche d'emblée, c'est sûr. Qui, moi, en tout cas, m'a choquée parce que c'est une scène très violente et d'une certaine manière, elle m'est apparue. Donc, je la transcris très rapidement. Mais voilà, ça, c'était le socle du dernier des nôtres. Dans celui-là, le socle, c'est le rapport d'un fils à sa mère. Alors, sans doute parce que je suis mère de 2 garçons, en espérant vraiment ne pas être cette mère-là. Dieu, je ne sais pas, parce qu'elle est quand même dure à cuire, mais aussi parce que j'ai dans mon entourage un homme qui a un rapport mais absolument merveilleux à sa mère, mais complètement angoissé. Donc, ils s'adorent tous les deux, mais il vit dans l'absolue terreur qu'il lui arrive quelque chose. Et donc, ça m'a intriguée finalement, que je pense qu'on a tous peur, quelle que soit la relation qu'on a avec nos parents, on a tous peur de ce moment-là. De ce moment où ils ne seront plus aussi solides, où ils commenceront à faiblir, où ils commenceront à nous quitter. Donc, toutes ces craintes, tous ces éléments, d'une certaine manière, s'agglomèrent et naît le début, le socle du roman. Alors, il y a un moment, je ne saurais pas le dire, juste parce que j'aime beaucoup le faire, je crois. Il y a un moment où justement Oscar, qui écrit lui aussi, il perd complètement cette envie d'écrire. Et il perd cette envie d'écrire parce qu'il perd l'objet de séduction pour lequel il écrivait. Est-ce que pour toi, écrire, c'est séduire aussi? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du charme, même si, en fait, quand on écrit, je pense qu'on suit plus les personnages, qu'on ne se pose la question de qu'en pensera le lecteur. Après, c'est vrai que le plaisir de faire un personnage qui, moi, me séduit, forcément, il y a des chances qu'il séduise quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est de l'ordre de la magie, vraiment. C'est-à-dire que je m'aperçois que les moments où j'ai été très émue, par exemple, en écrivant, les moments où il m'arrive, sans doute c'est une pathologie d'avoir les larmes aux yeux quand j'écris une scène qui, pour moi, est poignante, eh bien, je m'aperçois que les gens viennent me dire « Oh, cette scène-là, j'avais la gorge serrée. » Et cette correspondance-là, le fait que ce soit transmissible, pour moi, c'est de la magie. Et je trouve ça grisant. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction, mais de la séduction d'une certaine manière involontaire. C'est-à-dire que nous, on est tellement pris, nous les romanciers, ou en tout cas moi, on est tellement pris par l'histoire que ça devient communicable. Alors justement, ces personnages qui sont si présents, est-ce que c'est compliqué de les lâcher et d'écrire le mot fin à un livre pour toi? Est-ce que tu as une forme de soulagement et du travail accompli, ou est-ce que c'est une torture? C'est pas du tout une torture. En revanche, c'est vrai que j'ai envie qu'on les aime. C'est un peu comme quand je sais que cette métaphore est usée, mais c'est un peu comme ça quand même quand la première fois où vous lâchez la main d'un enfant qui va tout seul à l'école. Allez, ça y est, ils sont partis. Mais on espère juste qu'en chemin, ils vont rencontrer des gens qui vont être plutôt accueillants, que la maîtresse ne sera pas une vieille peau de vache, que ça va bien se passer en gros. Et c'est vrai que quand tout à coup j'ai passé des mois, moi, avec ces personnes qui vivent pour moi, qui sont vraiment très présentes, et que tout à coup, dans une signature, un lecteur vient me dire en disant « Ah, alors là, moi… En ce moment, par exemple, j'ai des gens qui me disent « Moi, Talia, je suis vraiment un peu amoureux de Talia. Hein. » Je dis, et ça me fait très plaisir parce que pour moi, elle existe. Donc, qu'elle se mette à exister pour quelqu'un d'autre, ça lui donne une espérance de vie merveilleuse. Est-ce que tu trouves que l'écriture de scénarios, comme ce que font Laure et Oscar, est-ce que cette écriture diffère beaucoup de celle d'un livre? Est-ce que ce sont deux choses très différentes? Oui, je pense que ce sont deux choses assez différentes pour plusieurs raisons. D'abord, dans un scénario, tu n'as pas besoin de construire le corps de ton personnage. Moi, je mets beaucoup d'attention au caractère physique de mes personnages. J'aime qu'on sente leur chaleur, j'aime qu'on sorte leur peau, j'aime qu'on sache ce qu'ils mangent, j'aime qu'on parle de leur parfum, parce que pour moi, ce côté physique des personnages et des gens, c'est ce qui les fait exister, c'est ce qui les différencie les uns des autres.
Or, dans un scénario, on n'a pas besoin de ça parce que, bon, à part dire c'est une jeune femme, etc., au fond, l'actrice ou l'acteur se chargera de cette incarnation-là. Donc déjà, il y a tout ça qui disparaît. Et puis, il y a tout le décor aussi qui disparaît. Donc, il y a toute une partie de la construction qui disparaît. Et puis, il y a quand même moins de liberté. Même si c'est grisant le scénario, il y a moins de liberté parce qu'il y a des contraintes de budget, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes de lieu. D'ailleurs, c'est une des difficultés de mes romans. C'est comme j'ai des kilos de personnages, des grands décors, des scènes de bombardement à Dresde, ce n'est pas idéal en termes de budget pour un film. Donc là, je sais qu'il y a des options qui sont prises sur à peu près tout, mais je sais que c'est un travail de grande ampleur. Or, moi, en termes de matériel, j'ai une feuille, un stylo. Et ça, c'est quand même très efficace. Mais tu serais tentée pour écrire des scénarios ou pas du tout? Alors, j'en ai fait un peu et ça m'amuse beaucoup. Et ce qui m'amuse, c'est un peu ce que j'ai décrit, c'est le travail d'équipe quand ça se passe bien, l'échange, la créativité. J'ai le sentiment, moi, que de temps en temps, nos cerveaux, c'est comme si on était connectés en Wi-Fi. C'est-à-dire que le fait d'échanger, tout à coup, on commence à lire dans les pensées les uns des autres. Et forcément, il y a une émulation, il y a un amusement, un jeu qui est très, très plaisant dans le scénario. Et puis, il y a les contraintes plus casse-pieds. Ah bien, le producteur revient de Chine, on peut avoir un financement chinois, donc est-ce qu'on peut mettre 3 personnages chinois, s'il vous plaît, dans l'histoire? Bon, ça, c'est plus compliqué. Alors, tu fais dire à un de tes personnages à un moment que la série est la forme narrative du 21e siècle. Je crois que c'est Laure qui dit ça à son fils. Est-ce que tu le penses vraiment? Oui, moi, je suis absolument fascinée par les séries parce qu'elles permettent une technique de narration qu'on a nulle part ailleurs. Elles donnent tellement de temps et tellement d'espace qu'on peut faire exactement ce que faisait le grand roman du 19e, le grand roman français, le grand roman russe, c'est-à-dire des œuvres fleuves où on atteint une intimité avec les personnages. Et je pense qu'on est tous pareils, c'est-à-dire que quand on est vraiment accroché par une série, déjà, c'est totalement addictif. Ça, franchement, la technique de narration pour nous accrocher me fascine. Quand on aime raconter des histoires, on se dit quand même, ils sont très forts. Un Game of Thrones, qui est la série qui a été le plus vue au monde, ils arrivent à faire quelque chose qui, pour moi, est fascinant. C'est-à-dire qu'on s'attache à un personnage. En 5 épisodes, ils nous l'ont découpé en rondelles, ils l'ont disparu. Et ben, on s'attache à celui qu'on détestait au début. C'est quand même très fort. Et ça, il nous promène comme ça dans nos affections au fil des personnages avec une maestria énorme. Et c'est sûr que ce n'est pas du tout le même exercice qu'un film, mais quand on aime les histoires et l'incarnation, c'est assez grisant. Donc, du coup, ça pourrait être un exercice dans lequel on pourrait te retrouver, peut-être. Ça m'amuserait beaucoup. Oui, beaucoup. Tu écris plutôt, donc on l'a compris, des fictions, c'est le cas de tes 3 romans. Est-ce que tu pourrais être amené à écrire dans d'autres registres, plus inspirés de personnages réels, et pour le coup, ça rejoindrait peut-être ton métier de journaliste. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé? Parce que ce serait assez naturel, sans doute. J'ai écrit un assez grand texte. Alors ça, c'est très personnel et du coup, je ne sais pas si je le sortirai un jour. C'est lié à une chose un peu triste pour moi parce que j'ai une cousine que j'aimais beaucoup, avec laquelle j'ai grandi et qui est morte très jeune d'une maladie assez épouvantable. Et je me suis aperçue, elle a laissé un petit garçon derrière elle, qui est maintenant en train de devenir un grand garçon d'ailleurs. Et dans notre famille, on n'a pas notre histoire familiale tellement. C'est-à-dire que chez moi, on ne raconte pas tellement qui étaient les grands-parents, les arrière-grands-parents, pour plein de raisons, par pudeur, par tristesse qu'ils ne soient plus là. Et je me suis dit, mais ce petit garçon, il n'aura pas sa mère pour lui raconter tout ça. Donc j'ai commencé à écrire tout ce que je savais d'elle, tous nos souvenirs d'enfance, plein de choses. Mais par rapport à ce qu'on disait de la fiction, je ne sais pas si c'est quelque chose, d'abord, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Je n'ai pas ce rapport-là. Je sais qu'il y a des très beaux textes, soit d'autofiction, soit de confession, mais c'est plus dans l'idée de le donner à ce jeune homme pour qu'il ait un petit morceau de ce qui reste de sa maman.
C'est une belle histoire, hein. Alors, il y a aussi un de tes personnages qui dit le bonheur est une obsession occidentale. Chez nous, c'est vulgaire d'être heureux. Alors, je me demandais si le bonheur et les jours heureux étaient pour toi une obsession. Alors moi, c'est pas une obsession parce que j'ai trouvé les quelque chose qui vraiment me rendent très heureuse. Donc, j'ai vraiment de la chance. Après, il y a plein de moments pas faciles, des moments où ça marche pas, des moments tout ce qu'on veut. Mais moi, c'est vrai que ce sont des choses assez simples qui me rendent très heureuse. Après, c'est vrai que cette obsession d'un absolu du bonheur, en fait, me semble un danger très propre à nos cultures. C'est-à-dire qu'on a remplacé la religion, d'une certaine manière, l'absolu de la religion, par cette quête du bonheur. Or, le bonheur, selon moi, il est fait d'une multitude de toutes petites choses, quelquefois de très grandes choses, mais honnêtement, dans le tissu d'une vie, ce ne sont pas forcément ces immenses grandes nouvelles. D'ailleurs, même pas ces grandes nouvelles qu'on nous vend comme les moments heureux. On nous dit, le jour de votre mariage, ce sera formidable. Mais il y a une chance sur deux que le jour de votre mariage, vous ayez super mal aux pieds parce que vous n'avez pas pris les bonnes chaussures, que vous soyez épuisé, que les gens aient fait un discours qui n'était pas forcément hyper sympa et que le marié soit ivre-mort. Je ne dis pas que ça s'est passé comme ça pour moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous dit, alors, vous allez être très heureux le jour de votre mariage, vous allez être très heureux le jour de la naissance de vos enfants. Certaines d'entre nous peuvent témoigner que ce n'est pas toujours une partie de plaisir, quand même. Donc, toutes ces grandes bornes où on nous dit vous allez ressentir un bonheur absolu, mais c'est un mensonge. Le bonheur, d'abord, je pense qu'on le construit en grande partie et que c'est aussi un état d'esprit. Et que beaucoup de gens sont très malheureux en quête d'une certaine manière, d'un trip presque de l'ordre de la drogue, un trip de bonheur qui du coup est inatteignable. C'est Céline qui n'a pas la plume dans sa poche qui a cette citation extrêmement dure. Il dit « Le bonheur, c'est l'absolu à la portée des caniches ». C'est violent, mais je pense qu'il n'a pas complètement tort. Voilà, en tout cas, les jours heureux, je le montre parce que la couverture est très jolie. C'est un grand shoot de bonheur et on est très heureux en le lisant. Alors, je vais laisser Nathalie prendre la suite. Merci beaucoup. Adélaïde, tu as un grand bonjour de Nicole en direct de Beyrouth. Alors, je te le transmets. Alors ça, je l'embrasse très fort, Nicole. Ça me fait vraiment plaisir. C'était une très chère amie quand elle était à Paris et on ne s'écrit pas assez souvent, mais c'est vraiment une femme merveilleuse. Alors moi, je suis d'accord avec Julie. On a attendu ce roman. Moi, j'ai plongé dedans. Alors par contre, je ne suis pas trop d'accord parce qu'on est passé de 574 pages pour Fourrure à 489 pour le dernier des nôtres. Et là, on n'est plus qu'à 438. Que s'est-il passé? Je progresse. Donc, il y a une première question de Claude. Vous êtes-vous inspiré d'un fait réel? En fait, non. Justement, je ne me suis pas du tout inspirée d'un fait réel. Ça me fait très plaisir que Claude me pose cette question. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a écrit très gentiment « Oh, je passe un très bon moment avec votre livre, mais je ne savais pas que votre papa était réalisateur et votre maman scénariste. » Et je dis « Non, mais pas du tout. C'est pas du tout inspiré ni de ma vie, ni d'un fait réel. En revanche, c'est vrai que ce qui m'amuse, c'est de mettre dans une réalité que nous connaissons tous des personnages de fiction. Et là, je m'inspire un peu de ce que disait Romain Gary. Au fond, je pense que transformer le réel, c'est quelque chose qu'on aimerait tous pouvoir faire. Quand quelque chose ne tourne pas comme on veut, on adorerait pouvoir réécrire l'histoire. Et c'est ce qu'on fait du coup avec la fiction, et c'est pour ça que la fiction me plaît. Si je te dis n'obéir à personne, pas même à la réalité, c'est un peu le sous-titre. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment un sous-titre. Sur ton précédent, il y avait aussi un sous-titre. Pourquoi mettre un sous-titre à ton titre? Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas fait pour Fourrure. Et j'aime bien le faire parce que pour moi, c'est comme une ligne de conduite. Et d'une certaine manière, n'obéir à personne, pas même à la réalité, c'est l'essence même de la fiction. Et ça me fait plaisir que tu parles de la fiction parce que maintenant, c'est en train de changer, sincèrement. Mais quand j'ai commencé mon premier livre, on était en plein dans la gloire absolue du fait réel et de l'autofiction. Et c'est vrai qu'il y avait une sorte un peu de désamour de la fiction. Et moi, c'est profondément ce que j'aime. Donc, n'obéir à personne, pas même à la réalité, c'est exactement ce qu'on fait quand on écrit une histoire inventée. On n'obéit à rien d'autre que ce qui se présente à vous et à votre imagination. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette liberté-là parce qu'on ne la trouve nulle part ailleurs.
Il y a aussi de l'humour dans ton roman. Alors moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. Ça se passe page 292, c'est un épitaphe. Je vais le lire parce que ça m'a tellement fait rire. L'épitaphe, c'est «Veuillez patienter, un opérateur va vous répondre». Mais quelle idée! Tu l'as lu quelque part, cet épitaphe, ou c'est vraiment une invention Non, c'est vraiment une invention parce que je me suis dit, bon, on va pas dire de qui c'est l'épitaphe parce que ce serait trop révéler, mais la personne justement qui souhaite mettre ça sur sa tombe est quelqu'un qui veut tout le temps tromper la mort, comme on veut comme je veux tromper les contraintes trop fortes du quotidien, eh bien, on a envie aussi de pouvoir tromper la mort. Et je trouvais ça une pirouette finalement d'avoir un rapport beaucoup moins angoissé à notre fin et plus joyeux, c'est-à-dire d'écrire notre fin comme on a écrit notre vie. Il y a une autre pirouette que tu as faite, elle est page 21. Moi, je l'ai bien remarqué. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu fais allusion à un certain prix de l'Académie française. Ça me fait plaisir que tu l'aies vu parce que très peu de gens le voient en fait. C'est vrai que je me moque allègrement de mon bouquin qui a reçu le prix de l'Académie française. J'en dis pas du bien parce que Laure qui a lu ce livre, donc mon personnage de fiction qui a lu ce livre réel, l'a trouvé complètement nul. Donc oui, je me suis amusée avec moi-même sur ce coup-là. Merci de l'avoir vu. Allez, je vais repartir sur la question d'Aurélie. Quelle héroïne aurait-elle voulu être, Adélaïde? Héroïne de roman, par exemple? Peu importe, héroïne, ça peut être plus large, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une héroïne que tu aurais voulu être? En ce moment, j'ai envie d'être Milady de Winter, mais de montrer qu'en fait, elle n'était pas du tout si vacharde qu'on l'a imaginé. Moi, je pense que Milady de Winter est victime d'un préjugé et qu'il faudrait complètement changer ça. Voilà. Oui, Milady, ça m'aurait bien fait rire. Une femme très indépendante et qui tire son épingle du jeu, même avec des moyens pas forcément corrects. C'est tout ce que je ne me permets pas de faire dans la vie. Alors, Claude a une deuxième question. Avez-vous l'impression que la littérature renforce les liens d'humanité entre les gens? Oui, c'est une très belle question, Claude. Vraiment, merci, parce que ça, j'en suis mais profondément, profondément convaincue. Je crois que dans la compréhension de l'autre, dans l'affection qu'on se porte les uns aux autres, eh bien, la littérature, l'écriture, c'est quelque chose d'absolument clé. Comme on dit que la musique adoucit les mœurs, moi je crois que les livres adoucissent les mœurs vraiment parce que ça nous force à réfléchir, à être plus tolérant aussi. On sait tous que la littérature, ça n'a rien à voir, par exemple, avec des jugements moraux. Ça date de tout début de la littérature. Flaubert l'a prouvé magistralement avec Madame Bovary, Dostoïevski avec ses personnages. On n'est pas dans le jugement quand on est dans la littérature. Et ça permet d'accueillir l'humanité dans toute sa beauté et dans toute sa noirceur, mais de l'accueillir en entier. Moi, je voudrais qu'on reparle technique parce que moi qui suis ton écriture depuis maintenant, je n'ose pas dire, depuis le début, nous avons commencé ensemble, ma chère Adélaïde. Tu avais deux précédents romans plutôt historiques. Là, tu reviens avec un roman plus contemporain, avec un changement de rythmique. Est-ce que c'était important pour toi de faire une cassure, de casser les codes, de sortir de la case? Bon, elle nous écrit que des romans historiques, mais tu y excelles. Et là, tu démontres que tu es capable aussi d'aller dans un autre registre. C'était important pour toi de faire cette cassure? Alors en fait, c'était pas planifié, mais je pense que quand on a trop passé de temps dans un endroit, on a envie d'aller ailleurs. Moi, j'ai eu envie au fond de changer d'univers, et aussi parce que récemment, on a été très percuté et violemment par les moments qu'on a vécus. Je veux dire, si on regarde en France entre le Bataclan, entre les scandales, la manière dont la politique s'est transformée en pugilat, on a vécu des choses très brutales, quelquefois inquiétantes. Moi, c'est peut-être la première fois que je suis vraiment inquiète sur la manière dont on va sortir de ces difficultés, sur la brutalité qu'ont les gens les uns envers les autres. Et du coup, c'était pour moi une évidence d'aller dans le contemporain, parce que j'avais le sentiment que pour la première fois, il y avait des choses urgentes à dire, même si je le fais à travers la fiction et à travers des personnages, des choses urgentes à dire sur ce qui se passe maintenant. Et d'une certaine manière, ouvrons les yeux sur ce qui est en train vraiment de se passer. C'est pour ça que les réseaux sociaux, que je prends aussi à un moment de façon, enfin, c'est une petite partie du bouquin, mais elle est là de façon très politique en disant faites attention, nous devenons manipulables. On peut nous faire avaler à peu près n'importe quoi. C'était important pour moi.
Il y a aussi une maîtrise exceptionnelle des sentiments par rapport au manque, à l'absence. Moi, ça m'a beaucoup frappée. D'où te vient cette capacité à l'intériorité masculine? Parce que sur 2 romans, là, on a envie de dire il y a un homme à l'intérieur de ce corps. C'est juste pas possible. Je n'en ai pas la pilosité, mais non, je fais des blagues, mais une très vieille envie pour moi de savoir euh, ce qui fait avancer un homme, ce qu'il a dans le cœur, ce qui l'émeut, ce qui le séduit, ce qu'il ressent physiquement. Pour moi, c'est un grand mystère. Je veux dire, c'est un grand mystère d'être un homme et une femme, d'être aussi différents et voués quand même à s'attirer l'un l'autre, d'essayer cette alchimie permanente et très difficile de vivre ensemble. Je trouve qu'on est tellement différents et donc j'ai toujours eu envie de me glisser dans la peau d'un homme et je crois que ça s'est encore accentué avec la naissance de mes garçons. J'étais persuadée que j'aurais une fille, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve avec 2 petits garçons et je suis tellement fascinée par leur éclosion, par la manière dont ils se construisent petit à petit comme des petits garçons qui seront amenés à devenir des hommes, que je me dis au fond, ce mystère masculin, comment l'accompagner pour que ce soit des hommes qui arrivent à vivre avec les femmes que nous sommes maintenant, qui sont totalement différentes, pour qu'ils les respectent, mais aussi pour qu'ils gardent au fond leur identité. Tout a changé maintenant. Comment on décrirait un homme avant? Ok, il fallait aller faire la guerre, aller chasser ou apporter l'argent du foyer ou avoir une activité intellectuelle. Maintenant, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus complexe. Et pareil pour être une femme. Et puis il y a l'infinité des possibles entre l'homme et la femme de ce qu'on veut être, de qui on veut devenir. Et donc ça me passionne. Et le meilleur moyen de le comprendre, ben, encore une fois, c'est de se glisser dans un personnage qui n'est pas du tout moi. Alors justement, l'histoire de se glisser dans un personnage. Patricia te dit, si tu avais la possibilité de passer 1 mois dans la peau d'une femme écrivain, qui ce serait? Oh, il y en a plusieurs. J'aimerais beaucoup passer 1 mois dans la peau de Virginia Woolf, avant qu'elle ait des mauvaises idées, évidemment, on est d'accord. J'aimerais beaucoup passer une que je connais, parce qu'il y a très peu de sources historiques sur elle, mais qui est une des toutes premières femmes écrivains, c'est Sappho, sans aucune orientation sexuelle, mais Sappho, connaître intimement ce qui se passait dans la tête de Sappho dans l'Antiquité, ça me passionnerait. Une autre qui m'amuserait dans un registre radicalement différent, c'est J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Je trouve qu'elle a réussi à créer un monde. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous, mais quand on crée un monde de cette richesse, de cette ampleur, qui a réussi quand même à fasciner les enfants du monde entier, ça m'intéresserait. Je veux dire, sur techniquement comment elle y arrive. Alors, j'aimerais me glisser dans la peau de plein de femmes écrivains. Moi, j'ai refait le fil. Pardon, oui, je n'ai pas entendu. Plus récemment, alors je ne sais pas si j'aimerais me glisser dans sa peau, mais en tout cas, j'ai très envie de lire ses livres, son dernier livre, Canoë, qui est Maëlys de Kerangal. Je trouve qu'elle a une plume, mais hors norme. C'est une belle. Et Véronique Ovaldé, et plein de femmes qui écrivent aujourd'hui et qui sont absolument formidables. Et si c'était un auteur masculin? Un auteur masculin, John Irving, quand même. Oh, et puis Gabriel Garcia Marquez, malheureusement, je ne peux plus me glisser dans sa peau, mais oui, ça, j'aurais bien aimé. Parce que dans le genre foisonnant, capable de mener de front une multitude de personnages et d'époques, c'était d'une puissance hors norme. Victor Hugo, la puissance de Victor Hugo, ça, c'est inouï. Zola, qui est la grande obsession en ce moment de Tatiana Droney, ça aussi, on pourrait échanger avec Tatiana. Moi, ça m'amuserait de me glisser dans la peau de Tatiana. Donc, vous voyez, j'ai plein d'envie. Merci pour cette question. Est-ce que tu écris, qu'à l'ordinateur, est-ce qu'il existe des manuscrits de Adélaïde de Clermont-Tonnerre? Ça, c'est un petit clin d'œil à Jessica Nelson, qui est particulièrement attachée aux manuscrits. Est-ce qu'il existe des manuscrits ou pas? Elle a bien raison. Alors, il y a 2 manuscrits entiers qui sont les 2 premiers, et celui-là, il y a des morceaux de manuscrits, parce que je n'ai pas tout écrit à la main. Malheureusement, je le regrette un peu. Ce que j'aime bien quand on écrit à la main, déjà, c'est qu'on se repose des écrans. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne peut plus des écrans. Et d'une certaine manière, la main ralentit mon esprit. C'est-à-dire que j'ai tendance, comme vous avez pu le voir, à avoir l'esprit qui imagine beaucoup de choses un peu trop vite. Or, le fait que ma main n'écrive pas aussi vite me permet de descendre d'un ton et de moins m'emballer. Donc, c'est assez précieux. Je pense que le prochain, je me remettrai à
à l'écrire entièrement sur papier. Après, c'est un peu contraignant parce qu'il faut tout recopier à l'ordinateur. Oui, mais bon. C'est bien d'avoir des traces manuscrites, moi, je trouve aussi. Est-ce que tu peux nous faire un conseil lecture, Adélaïde? Alors, il y a pas mal de conseils lecture, mais un qui vraiment vaudrait la peine, ça, enfin, vous allez le voir à l'envers, je vais vous le montrer. Il est à l'endroit, tu peux le montrer, il passera à l'endroit. C'est gentil. C'est un livre qui a été écrit par la chef d'orchestre Deborah Waldman avec une jeune journaliste qui travaille d'ailleurs avec moi qui s'appelle Pauline Sommelet. Et c'était une très belle histoire, franchement, parce que c'est la découverte d'une compositrice qui a été totalement oubliée de l'histoire, qui s'appelait Charlotte Sohi. Et elle a écrit ce qui est la chose la plus difficile quand même quand on est compositeur ou compositrice, une symphonie entière qui n'a jamais été jouée. Et à la faveur vraiment d'un festival, Deborah Waldman, cette jeune chef d'orchestre absolument formidable, a découvert cette histoire, s'est passionné pour cette femme et a été chercher au fond et son histoire et son œuvre. Et il va y avoir là dans très peu de temps un concert. Pour la première fois, cette symphonie va être jouée. Et un peu dans ce mouvement où on redonne de la voix, où on redonne une existence à ces femmes qui ont été oubliées, eh bien, Charlotte mérite de l'être et ces deux femmes viennent de le faire, donc je vous recommande très sincèrement de le lire. Et dans un tout autre registre, si j'ai encore le temps, parce que j'ai eu la chance de présider le prix Maison de la Presse et franchement, c'est un prix formidable. D'abord parce que c'est le premier grand prix, entre guillemets, que j'ai eu pour Fourrure et qui m'avait été remis par Jean d'Ormesson en son temps et que quand même, quand on est jeune romancière, que Nathalie a été la première à vous donner un petit coup de pouce en tant que libraire, qu'ensuite ce soit Jean d'Ormesson qui vous donne un petit coup de pouce, ben, ça fait un beau tandem, hein, donc ça fait plaisir. Et donc des années plus tard, ils m'ont proposé de présider le prix Maison de la Presse où il y avait une liste mais formidable. On s'est arraché les cheveux pour choisir, mais on a choisi Éric Foissé avec le Bureau des Affaires Occultes et c'est un formidable polar et j'ai beaucoup de respect pour le polar, je le dis, c'est un polar très littéraire, très bien écrit, un polar historique et c'est le début en plus d'une série et vous allez passer un moment formidable. Voilà. Bien, on pourra lire. Mais alors, là, les deux, vraiment. Ça, c'est le conseil lecture de Frédéric de Gelt. Voilà, c'est Gabriel Garcia Marquez. Comment raconter une histoire. Bien d'accord, j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà, je remettrai les références sous la vidéo, bien sûr. Je le remontre parce qu'il est vraiment beau. Et alors, c'est vrai que moi, je ne l'avais pas vu au début. Ici, en fait, il y a une voiture. Je ne l'avais pas vue, moi. On a fait exprès de la laisser un petit peu dans l'ombre parce que bon, c'est un élément de l'histoire que quand vous lirez le livre, vous comprendrez. Voilà, elle est là. On sait qu'elle va avoir un rôle important, mais on ne la voit pas tout de suite, effectivement. Alors moi, je vous engage vraiment à lire Les Jours Heureux parce que la force de l'écriture d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est le romanesque. Dès qu'on ouvre un livre d'Adélaïde, que ce soit Fourrure, que ce soit Le Dernier des Nôtres ou Les Jours Heureux, on ne peut plus les lâcher et on a envie de savoir ce qui va se passer. Moi, j'ai même ralenti ma lecture parce que je ne voulais pas le dévorer en une journée et Julie, je crois, est de mon avis. Et je crois que c'est unanime. Tous les gens qui lisent Adélaïde de Clermont-Tonnerre disent « mais le romanesque plus. Donc, lisez ça cet été, relisez-le parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne voit pas à la première lecture. Moi, j'ai redécouvert ma deuxième lecture des choses que je n'avais pas vues. Pourtant, j'ai une lecture assez attentive. Donc, pour une librairie, achetez Les Jours Heureux, sorti chez Grasset, donc le 5 mai dernier. C'est vraiment le livre de l'été. Julie, tu as raison. Adélaïde, je vais te laisser le mot de la fin, mais avant, je vais annoncer que demain, on se retrouvera à 19h avec Pierre Rofast pour son nouveau livre Les Embrouillamini qui est sorti aux Forges de Vulcain. Et mercredi, on partira au Mexique puisque nous aurons la chance d'avoir un auteur en direct du Mexique, Daniel Saldana, pour Plier Bagages aux éditions Métellier. Adélaïde, je te laisse le mot de la fin. Ouais, déjà, très beau programme. Moi, ça me donne envie d'être là demain et après-demain. Bravo à toutes les trois, franchement, pour ce que vous faites, parce que je trouve que c'est un espace d'expression pour les auteurs, mais absolument merveilleux. Donc, vraiment bravo. Et puis surtout, merci à tous pour vos belles questions. C'est rare d'avoir des moments d'échange comme ça où on se dit vraiment le fond de nos pensées et ce qu'on a aussi au fond du cœur. Donc, c'était très précieux et surtout, j'espère que voilà, ceux qui se laisseront tenter passeront un très, très bon moment. Et prenez soin de vous et merci.
Et pas dans 6 ans, hein, Adélaïde, hein, pour le prochain. Hein. Tant mieux. Mais je suis pas une rapide, c'est vrai. Mesdames, une belle soirée et à nos amis auditeurs, je vous donne rendez-vous à demain. Au revoir mesdames, je vous embrasse.